Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce lundi 28 septembre au Congo. Non au coup d'État constitutionnel ou encore ça suffit, tels étaient certains des slogans qui ont été scandés hier à Brazzaville par des militants de l'opposition. 5 jours auparavant, le président Denis Sassou Nguesso avait proposé un référendum sur une révision possible de la Constitution et qui lui permettrait notamment de se présenter pour un 3e mandat en 2016, et ce après plus de 30 ans au pouvoir au Congo. Les manifestants qui étaient réunis hier boulevard des Armées ont tenu leur plus grand rassemblement depuis le retour au pouvoir du chef de l'État en 1997. Rassemblés sur l'appel du FROCAD, le Front pour l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, ainsi que l'UDC, l'Union pour la démocratie congolaise, ils ont assisté pendant 2 heures à un meeting qui s'est déroulé dans le calme avant de se disperser sans encombre à 16 heures, heure locale. Sympathisants et leaders de l'opposition, dans la bouche des manifestants hier, un seul mot d'ordre, l'alternance démocratique. Non au référendum. Nous voulons réellement l'alternance politique. Au Congo, vous allez le constater, dans le boulevard Alfred Raoul, il y a la jeunesse qui est là en masse. Il y a beaucoup de chômeurs là-dessus. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est pour défendre la cause des Congolais. Nous ne voulons plus de ce monsieur, c'est tout. Nous sommes là. Vous ne voulez plus de nous? Mais parce qu'il travaille mal. Nous sommes venus en tant que les opposants. Moi, je suis de la jeunesse, de la JCRD, de Andro Kombi Salsa. Nous sommes venus pour défendre notre couleur, défendre la démocratie. Voilà pourquoi nous sommes là. Et j'ai lu l'angoisse d'un peuple, le désarroi des générations entières, sacrifiées sur l'autel des égoïsmes politico-claniques, des appétits du pouvoir. Et là, j'ai compris que le peuple congolais n'est pas en paix. Il est phagocyté par un système politico-économique corrompu. L'alternance démocratique signifie la succession des partis politiques au pouvoir. Avec une autre politique et avec des hommes nouveaux. Vous avez compris très bien. Avec une autre politique et puis des hommes nouveaux. C'est ça l'alternance politique. Alors, si nous partons sur ce principe-là, alors ça veut dire qu'aujourd'hui l'heure est arrivée pour l'alternance démocratique. Parce que nous avons fait 30 ans avec le même. Et alors qu'un autre peuple manifestait également sa colère la semaine dernière encore, au Burkina Faso, la situation semble enfin s'être apaisée. Après le retour au pouvoir du président de la transition, Michel Kafando, de son premier ministre Isaac Zida ainsi que de l'Assemblée, le gouvernement a tenu son premier conseil des ministres vendredi dernier. Quant au désarmement des membres du régiment de sécurité présidentielle commencé le jour même, il a été interrompu samedi matin et se poursuit encore actuellement. Selon un membre du RSP, vendredi, cette mesure de dissolution ne se serait pas déroulée facilement. Des soldats auraient refusé de rendre leurs armes sans garantie sur leur sécurité ou celle de leur famille. À noter en parallèle à ce désarmement des putschistes que le gouvernement burkinabé a également créé une commission d'enquête sur les événements. Maintenant que l'ordre semble revenu dans l'appareil politique burkinabé, outre le désarmement des soldats putschistes, l'une des questions qui préoccupe la population, c'est évidemment la tenue des élections générales. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida s'est exprimé à ce sujet. C'était lors du Conseil des ministres de vendredi. Nous avons pris évidemment des décisions importantes allant dans le sens de résoudre définitivement la crise que connaît le pays, allant dans le sens de remettre en marche l'appareil de l'État. Le processus électoral va reprendre, mais certainement en concertation avec tous les acteurs, nous allons pouvoir déterminer une nouvelle date. Toutes les mesures prises par les autorités de transition qui ont été rétablies au pouvoir rassurent évidemment la population burkinabé. Après une semaine de troubles, les habitants de la capitale Ouagadougou osent désormais exprimer leur soulagement.
On a entendu aussi qu'ils sont en train de retirer les armes et que RSP là aussi, ils sont d'accord de ce qu'il faut là. Donc Dieu merci, on a repris le travail, on est très content de cela puisque je sais que maintenant ça va. C'était une grosse épine au pied donc de l'armée, de l'ensemble donc du gouvernement et même des populations. C'est un souhait des populations qu'on dissolve le RSP parce que bon, on sait que le RSP est trempé dans beaucoup d'assassinats, de ceci, de cela. Donc on souhaitait en tout cas la dissolution du RSP. Quand on a entendu que le RSP est dissous, on a fêté. On a fêté parce qu'on est content, on n'est plus dans les choses, dans le dérangement, les emmerdements du RSP. Politique toujours dans la Côte d'Ivoire voisine. À moins d'un mois de la présidentielle du 25 octobre, le président Alassane Ouattara était en visite hier à Daloa, au centre du pays. À cette occasion, le président ivoirien a prononcé un message de réconciliation nationale, selon ses propres termes. Lors de la première étape de cette visite de 3 jours dans le fief de son prédécesseur, Laurent Gbagbo, M. Ouattara s'est adressé aux cadres, aux chefs traditionnels ainsi qu'aux religieux de Daloa, rappelant les exactions qui s'y étaient produites en 2002 lorsque les forces gouvernementales avaient tué 120 civils dans les environs. Le président ivoirien a déclaré, je cite, « Nous devons chacun oublier ce qui s'est passé pour mieux bâtir l'avenir ». Ce lundi, M. Ouattara doit tenir un meeting à Gagnoa, région natale de M. Gbagbo, et ce, à quelques semaines après les heurts qui ont fait 2 morts et plusieurs blessés. Au chapitre de la santé, à présent, la Sierra Leone a vu hier ses 2 derniers malades d'Ebola connus quitter l'hôpital. La guérison de ces 2 personnes qui ont été soignées dans le centre de traitement de Maténé, dans la ville de Makeni, marque donc une nouvelle étape vers la fin de l'épidémie dans le pays, comme l'ont confirmé les autorités sanitaires. Les dernières mesures de quarantaine ont également été levées dans le nord du pays, puisque 42 jours, soit 2 fois la durée maximale d'incubation, se sont donc écoulés depuis le dernier cas connu. La fin d'Ebola a également célébrée dans la Guinée voisine. Samedi, des milliers de Guinéens ont fêté la victoire toute proche de leur pays dans la bataille contre l'épidémie d'Ebola. Pour l'occasion, un concert a été donné, intitulé « Ebola, tous ensemble vers la victoire ». Ce concert gratuit en plein air organisé à Conakry a présenté des artistes guinéens, dont Soul Banks, Sia Tolno ou encore Banlieusard, ainsi que des artistes d'autres pays africains comme le groupe ivoirien de hip-hop Kif No Beat ou encore le rappeur nigérian Wizkid. Jusqu'à 25 000 personnes y ont assisté. L'événement diffusé à la télévision guinéenne était organisé par le groupe de médias Vivendi. Le virus Ebola, rappelons-le, a tué plus de 11 000 personnes dans l'ouest de l'Afrique, dont 2 500 en Guinée, et ce depuis qu'il est apparu dans les forêts du sud de ce pays en décembre 2013. Écoutez ces déclarations d'artistes qui étaient présents donc, pour l'événement. Il faudrait que les Guinéens comprennent au fait qu'il y a des combats que quand on les commence, on les continue, quoi. C'est-à-dire Ebola est venu avec Ebola. Certes, c'était un malheur, mais on a quand même pris certaines bonnes manières, comme se laver les mains, comme faire attention, bon, voilà quoi. Donc c'est des choses qui doivent continuer, c'est une attitude que les Guinéens doivent maintenir. De toute façon, moi j'ai confiance en ce pays, j'ai confiance en la population de ce pays. Et je sais que, bon, quel qu'en soit le malheur, je sais qu'on en sortira et qu'on en sortira toujours plus grand. Avec un méga concert comme ça, c'est vraiment pour apaiser le cœur de tout ce qu'on a eu dans le passé jusqu'à aujourd'hui, apaiser le cœur de toutes les Guinéennes et tout ce qui ont souffert et la famille des victimes d'Ebola. Il faut redonner de l'espoir à la jeunesse. Voilà, Ebola c'est la fin, il faut redonner espoir à la jeunesse. En tout cas, on est là pour ça et les mettre sur une plateforme où ils peuvent s'exprimer et développer leur talent. Beaucoup d'espoir et vraiment restez fort, restez positif, lâchez rien, Guantanara Conakry. En Guinée toujours, le président Alpha Condé a inauguré ce week-end une microbanque communautaire de développement dans la préfecture de Forêt-Carréa. Créée par le docteur Paul Fokam au Cameroun dans les années 1990, ce modèle bancaire est aujourd'hui repris dans les zones urbaines par des femmes qui, regroupées pour épargner leurs finances et leurs activités génératrices de revenus dans leur communauté, ont donc suivi cet exemple. Les détails avec notre envoyé spécial à Conakry, Aristide Diengwe. Célébrer la victoire de la richesse collective sur la richesse individuelle, c'est l'objectif que se sont fixés les femmes de la préfecture de Forêt-Carréa dans la région de la Basse-Guinée, en se mettant ensemble pour créer leur mutuelle financière des femmes africaines, en abrégé MUFA. Les MUFA sont des microbanques de développement créées et gérées par les populations d'une communauté donnée
dans le respect de leurs us et coutumes, avec l'assistance technique d'Afriland First Bank. Ce que vous voyez là, c'est l'œuvre des femmes de Forécaria. Elles ont eu l'appui, le soutien d'Afriland First Bank, l'accompagnement en termes de formation, en termes de mise en place, en termes de recrutement, en termes d'aide à la gestion. Et quand ils seront opérationnels, nous allons continuer avec notre soutien en matière de refinancement, en matière de contrôle de la gestion, en matière de recherche de partenaires multilatéraux. Voilà notre rôle. En cette journée du 26 septembre 2015, le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, a procédé à l'inauguration de la 9e unité de ce modèle de lutte contre la pauvreté. Le chef de l'État avait promis de placer son mandat sous le sceau de la promotion de la femme et des jeunes. C'est en toute logique qu'il a trouvé en ce modèle un instrument idéal pour réaliser cette ambition. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, une ligne de crédit d'1 milliard de francs guinéens a été accordée par Afriland First Bank aux femmes pour le financement des activités des mutualistes, au grand plaisir de ces dernières. Les femmes sont contentes aujourd'hui parce que notre objectif est atteint, donc nous sommes tous contentes. Je me suis approchée aux femmes, les sensibiliser, les dorloter pour qu'elles sachent ce que j'ai dit, c'est leur avantage. C'est pourquoi les femmes, parce qu'elles ont confiance en moi, sont venues vers moi pour organiser notre MIFA. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Conçu au Cameroun en 1992 par le docteur Paul Fokam, le modèle MC2 repose sur des piliers qui visent la création des richesses à travers un développement harmonieux de l'homme, car la victoire sur la pauvreté est possible si les moyens et les compétences de la communauté sont mis ensemble. En bref, à l'international à présent, la France a annoncé hier dimanche avoir effectué sa première frappe contre l'État islamique en Syrie. L'action a visé un camp d'entraînement des djihadistes près de Deir ez-Zor, à l'est du pays. L'annonce a été faite par le président français François Hollande depuis New York, où il participait à une réunion sur le climat. Le chef d'État a ajouté que d'autres actions pourraient suivre dans les prochaines semaines. Le détail de cette frappe donnée par M. Hollande. Nos forces ont atteint leurs objectifs. Le camp a été en totalité détruit. 6 avions ont été utilisés, dont 5 Rafales. Et ils ont pu être sûrs que la population civile n'avait pas eu de conséquences. Il y a un an, jour pour jour, le 28 septembre 2014, débutait à Hong Kong un vaste mouvement pour réclamer davantage de liberté. En 2015, les héros de cette vague inédite reconnaissent qu'ils n'ont pas pu briser l'intransigeance de la Chine, mais ils ne démordent pas de leur objectif, faire avancer la démocratie. Reportage. Les voitures ont repris leurs droits dans le centre de Hong Kong. Il y a un an pourtant, ces rues sont devenues le terrain de bataille pour la démocratie. Des manifestations sans précédent pour se libérer de la mainmise politique de Pékin sur la ville. Des mois d'occupation pour rien. Aujourd'hui, le mouvement des parapluies, comme il était surnommé, s'interroge sur son avenir. Nous n'avons pas prévu d'occuper la ville à nouveau au cours des 2 prochaines années. Organiser le même type d'occupation n'est pas possible pour obtenir le suffrage universel. Si on veut ce suffrage universel, il faudra qu'on se batte sur la durée. Les appels à la démission de l'actuel dirigeant Tsai Wai-lung sont restés lettre morte. Pour seul héritage de ces 2 mois de blocage, un processus démocratique dans l'impasse. Sauf si l'opposition au Parlement change, je ne vois pas comment relancer les réformes politiques prochainement. En juin dernier, les pro-démocratie ont rejeté une proposition de loi donnant le droit de vote à chaque citoyen. Un simulacre de démocratie pour l'opposition, car les candidats aux élections de 2017 seront toujours choisis par Pékin. Car c'est bien le Parti communiste chinois qui est aux commandes de la région administrative spéciale. Pour plusieurs raisons, ce que pense la population n'a pas d'importance. Le chef de l'exécutif n'a pas de compte à rendre. Et encore une fois, c'est à cause de ce système politique particulier mis en place par Pékin. Donc je pense qu'au final, c'est pour ça que ça a échoué. Et il n'y a aucune raison de céder à la pression politique venant d'en bas. Pour l'heure, les leaders étudiants défilent devant les tribunaux dans la quasi-indifférence.
Et l'absence d'agitation à l'approche de l'anniversaire du début de l'occupation est un signe clair de l'essoufflement du mouvement. Terminons ce flash information avec du sport et direction l'Afrique du Sud. Samedi soir à Johannesburg, les supporters des Springboks, l'équipe nationale de rugby, étaient fiers de la victoire remportée en Coupe du Monde contre les îles Samoa à Birmingham. Après une surprenante défaite contre le Japon la semaine dernière, c'est avec délectation que les fans des Boks ont fêté le score sans appel marqué par leurs joueurs, 46-6. Cette victoire marque le retour des rugbymen sud-africains parmi les prétendants au trophée de ce mondial 2015. Dans ce pays où le rugby est une véritable institution, la victoire de samedi après l'humiliation japonaise passée était non négociable. Le ministre des Sports sud-africain Fikile Mbalula l'avait lui-même tweeté peu avant le coup d'envoi du match contre les Samoa. Chez tous les supporters, le même sentiment. Ouf, l'humiliation contre le Japon n'est plus qu'un mauvais souvenir. Il aura fallu beaucoup de temps. Nous attendions cette victoire. Perdre contre le Japon était un accident. Maintenant que nous avons pris notre élan, nous allons aller jusqu'en finale. Je suis très impressionné par la victoire d'aujourd'hui, surtout après la défaite décevante contre le Japon. Remonter la pente comme ils l'ont fait était une grande preuve de courage des joueurs. Je pense qu'on a toujours des choses à améliorer, surtout la discipline. Mais au bout du compte, on est très content de cette victoire. Je suis tellement content de cette victoire, je l'attendais. Ils nous ont déçus la semaine dernière, tout le monde. Je suis très content. Tout le monde est ravi en Afrique du Sud. Nous sommes très satisfaits. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du lundi 28 septembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain mardi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.